Quand on effectue une étude statistique, une des parties les plus importantes de l'analyse consiste à déterminer s'il y a des liens entre les variables à l'étude. On a ici une mise en situation où on a des étudiants d'un certain cégep qui sont répartis en fonction de deux variables. La première est un niveau de satisfaction vis-à-vis de leur réussite scolaire et la seconde variable est le programme d'études auquel ils sont inscrits. Et là, ça serait intéressant de se demander si une des deux variables influence l'autre. Alors, dans ce cas-ci, la première chose à faire, ça serait de déterminer laquelle des deux variables est une variable indépendante et laquelle est une variable dépendante. Si je regarde ici un programme d'études et un niveau de satisfaction, le programme d'études a des chances, je ne sais pas si c'est le cas, mais le programme d'études a des chances d'influencer le niveau de satisfaction. Alors, ici, on aurait une variable indépendante et ici, on aurait une variable dépendante. Si une des deux variables a à influencer la seconde, ça serait le programme d'études qui influencerait le niveau de satisfaction. Là, ce qu'il faut faire, c'est de trouver un moyen de déterminer si est-ce que c'est bel et bien le cas. Est-ce que le programme d'études influence réellement le niveau de satisfaction ou si c'est une idée un peu préconçue que je me faisais que le niveau d'études pourrait influencer le niveau de satisfaction. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est construire ce qu'on appelle un test d'hypothèse. Un test d'hypothèse consiste en 9 étapes. Puis, dans le fond, le but, c'est une fois qu'on aura fait les 9 étapes, on va être capable de déterminer si effectivement le programme d'études influence le niveau de satisfaction ou si le programme d'études, dans le fond, n'influence pas le niveau de satisfaction. Donc, on va être capable de déterminer statistiquement si la variable indépendante influence la variable dépendante. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est présenter les 9 étapes d'un test d'hypothèse basé sur l'exemple que l'on a ici, afin de déterminer, dans le fond, si on a vraiment un lien statistique entre les deux variables. La première étape d'un test d'hypothèse consiste à formuler les deux hypothèses qui vont s'affronter dans notre test. Je vais donner premièrement la formulation générale que devraient prendre les hypothèses, et puis après ça, je vais les appliquer à notre situation concrète. Alors, il y a deux hypothèses qui doivent s'affronter. La première, que l'on note H0, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. La deuxième, que l'on note H indice 1, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse alternative. Alors, au départ, quand on effectue une recherche statistique, on part en supposant que nos variables sont indépendantes et après, on vérifiera si statistiquement il y a un lien. Donc, si statistiquement, on peut dire qu'elles sont dépendantes. Alors, l'hypothèse nulle, dans le fond, c'est celle où on dit que les deux variables sont indépendantes. Donc, en fait, qu'elles n'ont pas de lien une avec l'autre. Alors, les variables sont indépendantes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Alors on part et on se dit, bon, ben nos variables sont indépendantes et puis on essaiera de vérifier si ce n'est pas le cas. L'hypothèse alternative, alors c'est le contraire. Les variables sont dépendantes. Donc, c'est les deux hypothèses qui vont s'affronter. À la fin, quand je conclurai, si je conclus que la bonne hypothèse, c'est la première, eh bien, dans le fond, ça revient à dire qu'il n'y aura pas de lien statistique entre mes deux variables. Par contre, si je conclus que la bonne hypothèse, c'est la première, la H1 plutôt, la deuxième, alors là, je vais pouvoir conclure qu'il y a un lien statistique entre mes deux variables. Alors voilà nos deux hypothèses écrites en tenant compte de la situation. Alors, j'ai une première hypothèse ici, qui est mon hypothèse nulle, H0, et mon hypothèse alternative, H1. Donc, comment c'est formulé? On commence avec la variable que l'on suppose dépendante, et on termine avec la variable que l'on suppose indépendante. Alors, s'il n'y a aucun lien entre les deux variables, le niveau de satisfaction de l'étudiant vis-à-vis sa réussite scolaire depuis le début de la session va être indépendant du programme d'études de l'étudiant. Par contre, s'il y avait un lien, le niveau de satisfaction de l'étudiant vis-à-vis sa réussite scolaire depuis le début de la session serait alors dépendant du programme d'études de l'étudiant. Alors, c'est les deux hypothèses qui vont s'affronter dans notre test d'hypothèse pour cette situation. Alors, c'est important de bien les écrire, les hypothèses, de prendre le temps de bien les formuler parce que ça va nous sauver beaucoup de temps quand on va arriver dans les étapes vers la fin du test d'hypothèse où on doit interpréter et conclure. Si nos hypothèses sont bien écrites, les interprétations et la conclusion vont être beaucoup plus faciles à écrire.
La deuxième étape d'un test d'hypothèse consiste à calculer les fréquences espérées et de construire le tableau des fréquences espérées. Mais juste avant de construire ce tableau-là, je veux juste revenir à notre mise en situation. On veut déterminer si nos deux variables sont dépendantes ou indépendantes. Et ça, c'est le tableau des fréquences que j'ai obtenu lors de mon sondage ou de mon recensement, tout dépendant de la situation. Ici, c'est un sondage. Alors ça, ici, c'est les fréquences que j'ai obtenues à l'aide de ma méthode de cueillette de données. Alors là, ce que je veux faire, c'est déterminer si mes variables sont dépendantes ou indépendantes. Une façon de faire, ça serait de comparer les résultats que j'ai obtenus avec les résultats que j'obtiendrais si j'avais un cas d'indépendance parfaite. Les fréquences espérées, c'est ça en fait qu'on veut déterminer, c'est dans le cas où j'aurais une indépendance parfaite. Quelle fréquence j'aurais obtenue dans mon sondage, dans le fond, dans mon tableau de contingence, ça aurait été quoi les valeurs que j'aurais obtenues ici dans le cas d'une indépendance parfaite. Et par la suite, ce que je ferai, c'est comparer les fréquences que j'ai obtenues aux fréquences espérées. Donc, le titre du tableau est exactement le même que le titre pour ma distribution conjointe. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est j'ai spécifié qu'il s'agit de fréquences espérées. Le tableau ici, je peux peut-être l'indiquer, peut-être dans la marge ici. Celui-ci, ce sont les fréquences observées, que l'on note F indice O pour fréquence observée. Les fréquences espérées, elles, on les note F indice E, fréquence espérée. Alors, comment qu'on les calcule? Alors, on va remettre en situation. Là, nous, ce qu'on veut, c'est calculer ce que je devrais obtenir si j'avais une indépendance parfaite. On va commencer avec la catégorie, plutôt la modalité très satisfait, étant donné que ça, c'est ma variable qui est dépendante. Très satisfait, je vais venir ici dans la marge 955, je vais le mettre en pourcentage, mon 955. 955 sur un total de 1488. Alors, en pourcentage, on obtient environ 64,18%. Alors, il y avait 64,18% de mes étudiants qui se disaient très satisfaits. S'il n'y a aucune dépendance entre les variables, donc si mes variables sont totalement indépendantes, ça voudrait dire que peu importe le programme d'études où je me trouve, je devrais avoir le même pourcentage de gens qui sont très satisfaits. Donc si dans l'ensemble du collège c'est 64%, eh bien il faudrait que dans tous les programmes, si c'était une indépendance parfaite, que je retrouve exactement le même pourcentage des gens. Alors là, ce que je veux faire, c'est calculer, par exemple, pour sciences de la nature, combien de gens ça me prendrait pour avoir un 64% ou 64,18% de très satisfaits. En sciences de la nature, j'ai 394 personnes qui ont répondu à mon sondage. Donc, une façon de calculer, ça serait de faire 64,18, je vais l'écrire ici, 64,18% fois 394. Et j'obtiendrai la réponse. Par contre, ce que je veux faire, je veux réécrire mon 60,18% à l'aide de la fraction ici. Donc en fait, mon 64,18, je vais venir juste en haut ici, je l'avais trouvé comment? 955 sur 1488. Donc ça, c'est mon 64%. Et je vais multiplier par la quantité d'étudiants que j'ai au total en sciences de la nature. Et ça me donne 252,9. Alors ici, je devrais inscrire 252,9. Donc, si j'avais 252,9 étudiants en sciences de la nature qui m'avaient répondu très satisfait sur le total de 394, j'obtiendrais exactement le même pourcentage, la même proportion que dans l'ensemble du cégep. Alors là, ici, je vais peut-être juste revenir un peu sur le calcul. Si on regarde un petit peu de plus près, ici, on a des multiplications et une division. Alors, les priorités d'opération sont tous les mêmes. Il n'y a pas une opération qui est prioritaire. Alors ça, je pourrais le réécrire, je vais l'écrire ici, comme étant 955 fois 394 sur la taille de mon échantillon, 1488. Ici, j'ai trouvé une façon, dans le fond, de calculer ma fréquence espérée qui devrait être ici. Si on essayait de calculer la fréquence espérée pour très satisfait et sciences humaines, alors j'ai le même pourcentage, étant donné que je reste dans très satisfait. Je vais encore garder 64,18% de mes unités statistiques, mais maintenant en sciences humaines, donc sur un total de 929. Alors je vais procéder de la même façon. Je vais prendre mon 64,18, je vais peut-être venir mettre une petite barre ici, là,
Donc, mon 64,18, je vais l'écrire à l'aide de la fraction là, que j'avais trouvée, fois le nombre d'unités statistiques en sciences humaines, 929. 929. Et encore une fois, regardez, c'est exactement le même type de calcul qu'ici. Comme les priorités d'opération sont tous les mêmes, je peux commencer par faire la multiplication en premier, ensuite la division, et une fois que j'aurai calculé ça, ça va me donner 596,2. Donc ici, on devrait avoir 596,2. On remarque que pour trouver là, ici le 252, si on regarde le calcul que j'ai effectué, j'ai regardé combien j'avais de traits satisfaits au total, fois le nombre total de personnes en sciences de la nature, et j'ai divisé par le total, donc la taille de mon échantillon. Donc pour trouver les traits satisfaits sciences de la nature, je suis venu chercher les deux valeurs qui sont ici et ici, donc à l'intersection de la ligne et de la colonne. Je les ai multipliés ensemble et j'ai divisé par le total. Si on regarde pour sciences humaines, le 596,2, comment on l'a trouvé? Dans le fond, si on regarde les calculs, on a 955 qui est ici, fois le 929 qui est ici, divisé par le total. Alors, on peut procéder comme ça pour remplir l'ensemble du tableau. Par exemple, si je voulais trouver en technique de comptabilité-gestion, si je viens ici, technique de comptabilité-gestion et insatisfait pour mes fréquences espérées, eh bien, je vais multiplier 106, je vais l'encadrer, 106 fois 50, divisé par 1488. Je vais venir le faire ici en haut. 106 fois 50 divisé en 1488. Et ceci nous donne 3,6. Donc ici, on a 3,6. En procédant de cette façon-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on répartit de façon proportionnelle pour chacune des modalités des deux variables les unités statistiques. Je vais vous donner le tableau complet des fréquences espérées. Voilà. Et c'est à partir de ce tableau-là qui représente la situation d'indépendance totale, donc où il n'y a aucun lien entre les deux variables, et on va pouvoir comparer notre situation à la situation des fréquences espérées, c'est-à-dire s'il y avait une indépendance parfaite, c'est la situation que j'aurais. Maintenant, on va comparer la nôtre. Il y a deux petites choses qu'il faut faire attention pour pouvoir utiliser la suite du test. Il y a deux choses qui sont très importantes, donc deux conditions à respecter. Je vais les écrire ici. Alors, la première condition, il faut que la taille de l'échantillon soit d'au moins 30. Dans notre cas, ça ne cause pas problème, 1488, la première condition est respectée. La deuxième condition, il faut que toutes les fréquences espérées soient supérieures ou égales à 5. Donc, les fréquences espérées, c'est les nombres à l'intérieur du tableau. Alors, si on regarde, on a quelques problèmes ici là, dans le coin inférieur droit. J'ai plusieurs fréquences espérées qui ne sont pas plus grandes ou égales à 5. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le test, il va juste falloir travailler un peu plus. Dans le cas où les fréquences espérées sont tous plus grandes ou égales à 5, on peut passer à l'étape suivante. Ça arrive souvent, par contre, que nos fréquences espérées ne sont pas plus grandes ou égales à 5. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regrouper des modalités ici de façon logique ou de façon naturelle afin que mes fréquences espérées deviennent plus grandes ou égales à 5. Alors, ce que je pourrais faire, c'est regrouper, par exemple, les techniques ensemble. Si je regroupe les techniques ensemble, je vais additionner les fréquences espérées et je vais créer un nouveau tableau des fréquences espérées que je vais vous présenter maintenant. Voilà. Alors, j'ai aussi fait la même chose pour les fréquences observées. Donc, ça, c'est mes fréquences observées. Ça, c'est mes fréquences espérées. Alors, mes fréquences observées, c'est ce qui découle de ma cahier de données. J'ai regroupé tous les programmes techniques ensemble parce que ici, dans mes fréquences espérées, je ne dépassais pas 5. Je répète ici, c'est important que toutes mes fréquences espérées soient d'au moins 5. Alors, en regroupant les programmes techniques, on voit que j'élimine le problème que j'avais. Et la taille de mon échantillon, bien sûr, est encore adéquate, est au moins 30. Donc, comme je vais vouloir comparer les deux distributions, celle dans le cas où j'aurais une indépendance totale ou une indépendance absolue à ma situation à moi, eh bien, j'ai regroupé les programmes techniques dans les deux distributions et comme ça va me permettre d'effectuer dans les étapes suivantes une comparaison adéquate.